Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Wafire Game Dev FR, je m'appelle Nathan et aujourd'hui on continue notre découverte d'Unity. Aujourd'hui, nous attaquons le premier épisode sur les interactions de gameplay, c'est-à-dire toutes les actions que le joueur va pouvoir faire en jeu pour interagir avec son environnement. C'est un sujet très large et on va le couvrir en plusieurs épisodes. L'épisode d'aujourd'hui parlera des triggers. Avant de vous présenter les triggers, nous allons d'abord commencer avec Git. Donc je vous invite à ouvrir GitHub Desktop et à aller sur votre branche, si vous êtes toujours dessus, sur la branche Feature Character si vous l'aviez nommé comme moi lors de l'épisode précédent. Nous allons faire notre toute première pull request afin d'envoyer tout le contenu que nous avons effectué, tout le travail que nous avons effectué sur la branche caractère vers la branche développement et pouvoir ainsi valider que caractère est terminé et qu'on peut enchaîner avec une nouvelle feature, avec du nouveau contenu. Pour cela, vous ouvrez la current branch ici en haut, vous allez dans l'onglet Pull Request et vous sélectionnez Create Pull Request ici. Ceci va vous ouvrir une page sur GitHub. Vous allez retrouver plusieurs informations. Alors tout d'abord, on a les deux branches qui vont être merge l'une dans l'autre. Il faut bien faire attention au sens de la flèche. À gauche, nous choisissons la branche qui va réceptionner les informations et à droite, la branche d'où proviennent les informations. Donc dans notre cas, à gauche, on veut bien développement ou main, selon la nomenclature que vous avez conservée. Et à droite, on veut bien la branche feature caractère, si vous l'avez nommé comme moi. Vous pouvez mettre un titre et une description. De manière générale, on peut se permettre de laisser simplement le titre, la description. Le titre, normalement, se suffit à lui-même. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. On fait bien attention à avoir, bien sûr, en vert ici, Able to Merge. Ça veut dire que GitHub a bien comparé les fichiers présents, etc., dans les deux branches et nous confirme que les deux branches sont compatibles, donc elles vont pouvoir être merge. À ce moment-là, on peut vérifier notre historique. Là, nous voyons que nous avons 3 commits sur notre branche, c'est super. Et encore un peu plus bas, vous avez la diff, la différence. Pour chaque fichier, on peut voir quelles ont été les modifications apportées, supprimées, ajoutées, etc. Donc, une fois qu'on valide que tout ceci est cohérent, nous pouvons cliquer sur Create Pull Request. Là, GitHub va travailler un peu, il va checker. Là, il va parcourir tous les fichiers pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit. Ça veut dire qu'il y ait eu des modifications apportées à un fichier qui n'existe pas sur notre branche. Auquel cas, peut-être qu'on va écraser du travail, etc. Là, c'est pas le cas. Donc, on peut automatiquement merge la pull request. On confirme. Et voilà, la pull request a été successfully merged. À ce moment-là, on peut supprimer la branche si on ne compte plus travailler dessus. Rien ne nous empêchera de toute façon de recréer une branche avec le même nom plus tard si nécessaire. Moi, je supprime la branche parce que j'aime bien garder un historique propre. Et on peut retourner sur GitHub Desktop. Sur GitHub Desktop, on va, s'il n'y a rien d'affiché ici comme moi, vous cliquez sur Fetch Origin. À ce moment-là, GitHub Desktop euh, va contacter Git pour avoir toutes les informations. Là, il veut qu'on publie la branche parce qu'on est toujours sur feature caractère. À ce moment-là, on va revenir sur développement, on fetch, et on voit bien qu'ici, le merge est déjà appliqué sur développement. Donc, tout est à jour, visiblement, puisqu'on voit qu'ici on est en Just Now et qu'on n'a aucun, ici qu'en Fetch Origin, on n'a rien à récupérer directement. Donc, c'est cohérent, développement est à jour, on voit qu'elle a été d'ailleurs mise à jour il y a 1 minute ici, donc on est bon, on a récupéré tout ce qu'il fallait. On va pouvoir créer, comme la dernière fois, une nouvelle branche que nous allons appeler feature slash interactions, avec un S, puisqu'on va travailler sur plusieurs interactions. On peut créer la branche, la publier, et c'est reparti pour pouvoir continuer de travailler. On se retrouve donc sur le projet Unity. Nous revoici sur notre projet Unity. Alors, pour rappel, la semaine dernière, nous avions intégré notre player controller avec tous ces paramètres qui nous permettent de nous déplacer en marchant, en courant, en sautant
et regarder tout autour de nous à 360. Donc vraiment, on a un character controller complet qui nous permet de nous déplacer en 3 dimensions. Donc devant, derrière, à gauche, à droite, mais aussi en hauteur grâce au saut. Donc je le rappelle, on va pouvoir tester. Alors si vous voulez, si vous voulez faire comment, vous pouvez double-cliquer sur l'onglet Game ici, vraiment sur le petit encart pour passer en grand écran automatiquement. On va lancer pour voir un peu où est-ce qu'on en était. Donc on a bien la souris qui nous permet de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. On a une limite verticale pour ne pas dépasser, pour ne pas nous retourner la caméra quand on regarde en bas et quand on regarde en haut. On a ZQSD qui nous permet de nous déplacer. Et comme Unity l'intègre directement, les flèches directionnelles fonctionnent. Si vous branchiez une manette, notamment Xbox, Unity la prendrait en compte et ça fonctionnerait aussi directement. Les joysticks vous permettraient de vous déplacer. Vu qu'on avait configuré tout ça, enfin configuré, nous avions conservé la configuration de base d'Unity. Donc notre caractère peut se déplacer, avec espace on peut se permettre de sauter, et avec Shift, on peut courir. Voilà, ce qui nous permet de sauter aussi plus loin, vu qu'on a plus de vitesse que quand on marche. Donc ça, c'est super. On a bien un personnage capable de se déplacer en 3D dans son environnement. À partir de là, il va nous falloir des interactions, parce que sinon, le jeu est très vide. Et pour cela, on a énormément de choix. Nous allons attaquer par les triggers. Les triggers, c'est quoi? Alors, les triggers, c'est en lien avec les colliders. Comme on avait légèrement vu, dans Unity, nous avons un component qui s'appelle collider. Alors, nous avons des box colliders, mais il existe aussi plein d'autres colliders. Comme vous voyez ici, si je cherche ici, on a beaucoup de components collider. Nous avons les box, les capsules, nous avons des mesh colliders, du sphère, des terrains, des wheel colliders, ça c'est pour les simulations de véhicules, et on a aussi beaucoup de colliders 2D qui, dans notre cas, ne nous concernent que très peu. Tous ces colliders-là sont des components qui permettent à Unity de gérer les collisions. Collider, collision, jusque-là, c'est simple. Ça veut dire qu'un objet qui est équipé d'un collider va avoir une réaction physique au sein en fait de la partie moteur physique d'Unity. Mais ces colliders ont plusieurs utilités, notamment celle de EastTrigger. EastTrigger, comme on voit ici, si elle est activée, ce collider sera utilisé pour trigger, donc pour déclencher des événements, et ignorera la physique du moteur. Ça veut dire que si on a un objet ici, par exemple ce cube, on va prendre voilà, ce joli cube ici, si je le coche en EastTrigger, on sauvegarde, vous allez voir que en lançant la scène, son comportement va être légèrement changé. Tout à l'heure, quand on testait, on a bien vu que l'on pouvait sauter sur cet objet. Alors le premier, je ne l'ai pas coché trigger, donc vous voyez que si je veux avancer, il vient me bloquer. Je peux sauter dessus, voilà. Mais par contre, le deuxième, hop, vous voyez, on le traverse complètement sans aucun problème parce que il n'est plus considéré par le moteur physique comme un objet solide en fait. On peut le traverser complètement, ce n'est que de l'affichage. Il est ce qu'on appelle trigger. Enfin, il est is trigger. Et ça, c'est super parce que ça va nous permettre de récupérer des événements quand le joueur va traverser cet objet. Alors, pour ça, on ne va pas utiliser ce petit cube-là, on va créer directement notre objet pour cela. Alors, je vous propose de désactiver le isTrigger. Et dans SampleScene, ici, dans la hiérarchie, on va faire un clic droit et on va create encore un nouvel empty. On va l'appeler... euh, on va l'appeler Player Trigger. Voilà, parce que c'est un trigger qui va se déclencher avec le joueur. On l'appelle Player Trigger, on est bien sur un objet vide, on vient remettre sa position en 0, voilà. Et on va pouvoir lui ajouter son component box collider, et c'est là on coche le trigger. Donc ça, vous voyez, donc la box verte ici, et la boîte verte que nous avons, ce cube vert, représente le volume de notre collider, et dans notre cas, du trigger. Ce volume-là, on peut le changer, soit en changeant le scale de l'objet, par exemple en mettant 2 ici, ou peut-être même plus sur Z, on va mettre
Non, 2 sur X en fait c'est bien, c'est moi qui avais mal orienté la caméra. On peut mettre même 5 hein, si on veut faire par exemple quelque chose de... si on veut faire une grosse porte pour être sûr que le joueur, quand il la traverse, déclenche bien un événement. Mais le changement en scale ici n'est pas toujours possible. Parce que là, nous n'avons pas de mesh, donc c'est super. Par contre, sur le cube, il y a un mesh. Donc si je veux, par exemple, étendre la zone de collision du cube en hauteur pour empêcher le joueur, par exemple, de sauter, je peux faire ça, mais le cube est plus grand. Donc ça me dérange. Donc la deuxième option que nous avons pour modifier le volume, c'est d'utiliser et de cliquer ici sur ce petit bouton à côté de Edit Collider. Si on clique dessus, on voit qu'on a des petits points qui apparaissent autour. Et ces petits points, en fait, quand on les sélectionne, alors il faut cliquer précisément dessus, ils nous permettent d'étirer en fait le volume de notre cube. Donc là, dans notre cas, ça nous permet de modifier en fait la forme du collider. Et on voit qu'ici, on a d'ailleurs les positions, les valeurs pour le centre ainsi que pour la size de notre collider qui changent. Voilà. Donc là, on va le remettre à 0 pour le cube ici parce que bon, ça, on ne veut pas y toucher. Euh, Pardon, pas à 0 pour la size. Par contre, on va resélectionner ici dans la hiérarchie notre player trigger. Voilà. Et là, lui, par contre, on peut s'amuser à modifier un peu et on va, sans toucher au scale, comme ça, même si on a des objets qui sont enfants du player trigger, je le rappelle, quand on a des objets qui sont enfants d'un game object, ils sont influencés par le scale de leurs parents. Donc il faut toujours éviter au maximum de modifier le scale d'un objet parce que ça peut très rapidement foutre le bordel dans votre hiérarchie. Donc nous, si on veut faire une porte un peu grande, pour être sûr que le joueur déclenche l'événement quand il la traverse, on va juste modifier en fait la size de notre collider et on va faire quelque chose en 3 par 4 par exemple. Et on peut même d'ailleurs s'amuser à la monter un peu, notamment on peut la monter de 2, comme ça on voit bien que le bas effleure bien le sol ici. Et si vous êtes un tout petit peu psychorigide, on peut même la descendre, qu'elle soit dans le sol, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème quand le joueur va traverser ici le portail. Voilà. Moi j'aime bien l'avoir à la limite, ça suffit généralement amplement. Voilà. Donc ça va être notre trigger. Bon, sauf que comme ça, il ne fait rien. Pour qu'il fasse quelque chose, il va falloir que nous, en code, on récupère l'événement les 3 événements en fait. C'est-à-dire l'entrée d'un objet à travers le trigger, un objet qui reste au sein du trigger et un objet qui sort du trigger. En fait, c'est un peu un start, un update et un destroy. Là, dans notre cas, c'est un exit. On va voir tout ça en code. Pour cela, je le rappelle, pour créer un nouveau script, nous allons dans le dossier script que nous avons créé au préalable, nous faisons clic droit, create monobehavior script et nous allons l'appeler euh, player trigger, tout simplement. Une fois le script créé, vous pouvez double-cliquer dessus pour ouvrir votre IDE, dans notre cas Microsoft Visual Studio, si vous avez suivi les précédents épisodes. D'ailleurs, il nous rouvre sur le player controller que nous avions fait donc dans l'épisode précédent et dans lequel on n'a rien à voir aujourd'hui. Donc, le player trigger ici. Tout d'abord, on peut supprimer tout ça. On ne va pas en avoir besoin. Nous, on va avoir besoin de trois fonctions. Pareil, ce sont des fonctions créées directement, enfin, qui existent grâce à Unity et qui sont directement disponibles au sein du monobehavior. Nous avons la première, onTriggerHunter. onTriggerHunter, donc c'est une fonction d'Unity, c'est un message d'Unity même pour être précis, qui passe en paramètre un objet du type collider. Alors, je précise d'ailleurs que les fonctions comme ça, qui sont des messages Unity, ce sont des fonctions que nous pouvons déclarer. On peut rajouter du code à l'intérieur, hein, par exemple debug log hunter, c'est exactement ce qu'on va faire. Et en fait, ce sont des fonctions qui sont appelées par le moteur. On peut les appeler depuis un autre script si on le souhaite, mais en fait, c'est vraiment Unity qui, en arrière-plan, dans ses calculs de moteur physique, de moteur de rendu, etc., à un moment donné, si l'action réalisée demande l'appel de onTriggerHunter, il va appeler onTriggerHunter. Et donc nous, on va se placer à ce moment-là dans le code
dès qu'Unity appelle un trigger hunter, là après c'est à nous de jouer. Voilà, c'est Unity va appeler un trigger hunter et après c'est à nous de faire le travail. C'est pas à nous d'appeler un trigger hunter. Il est appelé tout seul par Unity au moment où Unity considère que c'est à ce moment-là qu'il faut appeler un trigger hunter. Donc cette méthode, nous n'allons pas l'appeler nous allons laisser Unity le faire. Et nous allons tester. On va juste laisser un debug log hunter. Voilà. On va du coup aussi faire les autres fonctions. On a onTrigger stay, voilà, voilà, dans lequel on va bien écrire un debug log. Donc je rappelle, debug log, c'est la manière avec Unity d'écrire quelque chose dans la console, donc pour pouvoir débugger. Donc là, stay, voilà, et on va faire onTrigger exit, voilà, debug.log exit. Voilà. Donc là, nous avons nos trois fonctions. Non, quand un objet physique, on va voir ce que c'est dans un instant un objet physique. Quand un objet physique traverse notre collider, on va appeler un trigger hunter quand il va rentrer dedans. Tant qu'il reste à l'intérieur, onTriggerStay va être appelé. Donc c'est un appel en update. Et dès que l'objet quitte triggerExit, on va appeler, enfin, dès que l'objet quitte notre collider, on va appeler triggerExit. Enfin, Unity va appeler triggerExit. Donc on va tester ça ensemble. Avant de tester, on n'oublie pas d'ajouter donc notre nouveau component sur playerTrigger, donc qui est du type playerTrigger, tout simplement. Voilà, on n'a aucune modification à faire si on n'a aucun paramètre quelconque. Et là, nous pouvons lancer la simulation. D'ailleurs, j'appuie sur échappe. En appuyant sur échappe, vous récupérez votre curseur, hein. Voilà, comme ça, j'ouvre la console. Et là, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Parce qu'en fait, on est déjà dedans. Donc ça, petite erreur de ma part. On va juste bouger dans la scène afin de bien s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on va le décaler. Pareil, hein. Enfin, si vous maintenez CTRL et que vous bougez, vous voyez qu'il snap en fait selon la valeur que vous avez ici. Donc voilà. Hop, on va bouger ça. Et pour que ce soit bien compréhensible, regarder, on va justement ajouter deux cubes ici. Voilà, on va mettre un cube à gauche, un cube à droite. Voilà. Ces cubes-là, pour le coup, on va les scale. Voilà, de 4, c'est la hauteur de notre objet. Je peux sélectionner les deux, hein, CTRL, clic sur l'un, puis on clique sur l'autre en maintenant de CTRL. Là, je les monte. Et voilà que vous voyez, si on ouvre, voilà, si on sélectionne tout Player Trigger, on voit qu'on a nos deux grosses colonnes ici. Voilà. Et, ah tiens, d'ailleurs, lui est censé aller là. Voilà. Voilà, vous voyez que là, nos deux colonnes sont bien à bord, juste au bord de notre trigger qui est en plein milieu, de notre collider qui est en plein milieu. Donc là, vous voyez, on a vraiment une jolie porte. Et vous voyez que, vu qu'on n'a pas modifié le scale de tout notre objet player trigger, on peut se permettre de rajouter des objets à l'intérieur et de gérer leur propre scale à eux. Parce que du coup, ils sont sur le facteur 1 du scale de base de leurs parents. Voilà. D'où l'important d'essayer de ne jamais modifier le scale du parent, surtout si on a des enfants. Voilà. Donc là, on peut relancer la simulation. Donc nous avons notre porte ici. On voit que la console est vide. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et donc là, quand je vais avancer, hop, on a eu le hunter à la première frame. Et là, depuis que je reste, vous voyez qu'il y a le stake qui reste. Et on a déjà 300 messages d'appelés depuis qu'on vient de rentrer. Donc je peux me déplacer à l'intérieur tant que je ne sors pas complètement. Vous voyez, là, je suis au bord, hein. On a une partie du joueur qui sort, mais on n'est pas complètement sorti, donc on est encore à l'intérieur. Donc le stake continue d'être appelé. Et quand je vais complètement être sorti, voilà, là on en exit. Alors ça fonctionne parce que notre joueur est un objet physique. C'est-à-dire, c'est un objet qui va interagir avec son environnement de par le character controller. Le character controller est un component qui réagit avec l'environnement physique, donc avec les colliders et d'autres. Pour qu'un objet
soit un objet physique sans qu'il possède de caractère contrôleur, parce qu'on peut avoir un objet physique qui n'est pas un caractère contrôleur. Il y en a des tonnes en fait dans le jeu vidéo, des objets physiques qui ne sont pas des caractères contrôleurs. Il faut lui appliquer un rigid body. Ça, c'est un petit component qu'on va voir tout de suite. Pour cela, on va se remettre d'ailleurs sur l'onglet scène ici. Nous allons toujours dans la hiérarchie, clic droit, 3D Object. Nous allons sélectionner une sphère. Alors là, la sphère est un peu grosse, on va la remonter et on va réduire son scale de moitié. Donc on va faire 0,5, 0,5, 0,5. Voilà, ça nous fait une jolie balle. Et donc cet objet en lui-même, vous voyez, il est là. D'ailleurs, il flotte, il est dans les airs là. Si je lance la simulation, l'objet est toujours là. Et d'ailleurs, mon player ne peut pas... Vous voyez, il reste bloqué contre. Si je force un peu et que je suis au bord d'ailleurs, il glisse. Vous voyez, il est dévié. Tant que j'appuie sur Z, il est... Là, je suis à peu près en face, mais regardez, voilà. Hop, il se dévie quand il est contre. Donc ça, là, on est sur un objet rigide. Il est physique dans le sens où il va réagir à la collision. Enfin, il offre une collision. Par contre, si je veux qu'il soit sensible à la physique, donc à la gravité, aux collisions qui soient propulsées, donc tout, qu'il interagisse en fait avec les lois de Newton, on va lui ajouter le component rigid body. On prend celui qui n'est pas 2D, parce que 2D c'est pour le 2D, nous on veut le 3D, donc c'est celui de base. Et donc là, cette fois-ci, notre objet, qui a bien un sphere collider, c'est absolument nécessaire d'avoir toujours un collider qui n'est pas trigger quand on a un rigid body, parce que sinon votre objet va passer à travers tous les autres objets de la map, et du coup il ne sert à rien à part chuter indéfiniment dans le vide. Donc si on a un rigid body, on a toujours un collider qui n'est pas trigger. Et donc là, on voit qu'on a plein de paramètres modifiables. On ne va en modifier aucun. Tous les paramètres par défaut suffisent à la quasi-totalité des situations. On vérifie bien par contre qu'il est en use gravity ici, que la case est bien cochée. Ça veut dire que notre objet sera soumis à la gravité. Et donc là, je vais le décaler un peu qu'on le voie bien parce que ça va se jouer très vite. Si je clique sur Game, enfin si je lance la simulation, on va voir que notre boule, bam, est tombée sur le sol. Voilà. Et là, notre boule est soumise à la physique. Et cette boule, là pour l'instant nous ne pouvons pas interagir avec, mais imaginons qu'elle provienne d'un sol en pente. Alors pour faire un sol en pente, on va tout simplement prendre un cube, on va grossièrement le rescale, donc on se met sur l'outil du scale ici, on l'étire un peu dans tous les sens, on se met sur l'outil de rotation, on le fait rotate pour avoir une jolie pente, voilà. On peut sélectionner notre boule, on vient la placer juste au-dessus, voilà. Et donc là, si on teste, je vais me permettre même de prendre le player et de le reculer, qu'on puisse voir un peu tout ce qui se passe. Voilà. Et voilà que vous voyez, la boule s'en va. Et hop, vous voyez, elle a traversé. On a bien le hunter, le stay et le exit ici. Et la boule a continué. Elle part au loin là-bas, inarrêtable, ou enfin, ou presque. Je sais pas, j'ai pas réussi à la voir à temps. C'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez que un objet, s'il a un rigid body, va interagir avec son environnement de manière physique, donc c'est-à-dire en créant des collisions, donc en tapant contre des objets, etc. Il est soumis à la gravité et il peut aussi donc déclencher des triggers. Donc soit c'est le joueur avec le caractère contrôleur qui va déclencher ça à chaque fois qu'il va passer. Donc typiquement, on traverse une porte ici, on fait spawn des ennemis. On traverse une porte ici, on change la musique. On traverse une porte ici, on change la luminosité. Enfin, il y a énormément d'applications possibles sur les on-trigger, hunter, stay et exit. Et non seulement le joueur peut les trigger, mais un objet aussi. Donc ça peut nous permettre de valider tout simplement un mini-jeu où le joueur doit amener une balle dans un endroit. Typiquement Rocket League, c'est un trigger hunter pour la balle qui rentre dans les cages. C'est voilà, c'est aussi simple. Ça peut être aussi simple que ça. Peut-être que pour Rocket League, vu que c'est du multijoueur, ils ont fait autrement, mais la,
l'utilisation du trigger hunter, du trigger exit, peut permettre de réaliser ce genre d'éléments de gameplay. Avant de terminer, nous allons voir une autre petite utilisation en dehors du trigger exit, enfin en dehors de juste définir des messages. On peut supprimer la boule et la pente que nous avions faite et on peut revenir sur notre script. Ici, le joueur donc, on sait quand est-ce que le joueur rentre, quand est-ce qu'il reste, quand est-ce qu'il sort. On a vu que ça permettait qu'on pouvait donc traverser les objets avec un trigger, etc. Ça peut nous permettre de faire certaines choses directement au sein de l'objet, comme par exemple, on pourrait utiliser ce player trigger pour faire bouger un objet. Donc, on va faire comme dans l'épisode précédent, nous allons créer une référence vers un transform extérieur, donc enfin un transform différent du nôtre, qu'on va appeler target, ça va être l'objet qu'on va vouloir bouger, et on va créer un public vector 3, voilà, target position, voilà, ça ce sont nos deux éléments que nous voulons modifier. Alors, on a dit public, on va laisser public, on va pas, là on est sur un script qui est quand même très secondaire, donc on n'est pas obligé de s'embêter, on va dire, avec le principe d'encapsulation. Donc nous avons notre cible, la position à laquelle elle va aller, et du coup, au trigger hunter, on va dire que target.position est égal à target position. Donc ça, dès que quelque chose va rentrer à l'intérieur du trigger ici, on va mettre l'objet à la position souhaitée. Et on ne va pas oublier aussi de créer un vector 3 avec le default position. Voilà. Donc là, cette variable va nous permettre de stocker la position de départ en fait de notre target. Et pour faire ça, on va se mettre par exemple dans le start d'Unity. Voilà. Et si nous avons une target, donc si target est différent, nous n'avons pas encore vu cette notation ici, le point d'exclamation égal. Alors, l'égalité se teste comme ça, donc avec un double signe égal, parce que l'égalité de base, le simple signe égal, permet de donner une valeur à une variable. Donc là, ça nous permet de mettre target position dans target.position, ce égal ici. Le double égal, lui, va tester la réelle égalité, genre est-ce que 5 est égal à 5. Voilà, donc on le noterait comme ça, voilà, 5 égal à 5, oui, la réponse est vraie. Là, on va savoir si target est nul, ça veut dire est-ce qu'elle a été référencée ou pas référencée. Pour pas s'embêter, nous on va faire différent de, donc point d'exclamation égal, est-ce que la target ici est différente de la valeur nulle. De base, target ici, par défaut, sa valeur est égale à nul. On serait même pas obligé de l'écrire. Je vais le laisser pour que ce soit compréhensible. Sa valeur est égale à nul, ça veut dire qu'on ne lui a pas donné de référence à ce transform-là. Donc, on va tester avant toute chose si la target est différente de nul pour savoir si on a une référence ou pas une référence afin d'éviter de générer une erreur. Et donc, si notre cible est différente de nul, donc si on a bien une cible, la position, on va récupérer sa position. Donc, on va faire default position est égal à target.position. Voilà. Ce qui nous permet, donc, au démarrage du script, on va enregistrer la position de l'objet dans la scène. Et comme ça, quand on va exit, target, point position sera égal à default position. Voilà, tout simplement. On peut revenir sur Unity. Nous avons notre porte et on va créer un énième cube parce qu'on ne sait faire que ça visiblement. On va le mettre un peu loin. On va le scale. On va faire un 2 par 2. Voilà, on va pas s'embêter. De toute façon, c'est un objet, c'est un simple objet. Je vais le mettre d'ailleurs à 1 de hauteur. On l'aligne bien en 0. On va mettre plus proche que ça. On va faire quelque chose. Voilà, on va essayer de bait. On va essayer de bait le joueur. Voilà, on va faire un truc chiant en fait que dès qu'on passe la porte, en fait, il y a un obstacle qui apparaît devant. Voilà, typiquement un truc un peu sadique. Et donc
on sélectionne notre player trigger ici. Vous voyez que cette fois-ci, on peut référencer donc notre target et notre target position. Vous voyez que là, il y a none. Là, ça veut dire que l'objet est nul. Actuellement, son état est nul. Donc la condition qu'on a vue ne sera pas validée. Je prends mon cube, je lui donne. D'ailleurs, on va l'appeler ici obstacle. Voilà, comme ça, c'est plus clair. On donne obstacle ici. Sa position de départ, c'est bien celle-là. Enfin, c'est bien ça. Non, ça, c'est sa position d'arrivée. Donc 0, 1, 6. Voilà. Moi, je veux que quand le joueur trigger, l'objet soit en 0, 1, 6. Voilà. Et que donc, avant qu'il soit trigger, que l'objet soit légèrement en dessous. Donc 0, 1,5, 6. Donc ça, on s'en fout. Voilà. Puisque c'est sa position de départ. On va enregistrer cette position. Donc là, voilà, notre scène est prête. Si on retourne dans l'éditeur de code, target sera donc différente de nul. Au démarrage, on va enregistrer sa position. Donc nous allons enregistrer sa position actuelle qui sera 0, moins 1,56. Et quand on va trigger hunter, on va set la position, on va mettre la position de la target à la valeur target position. Donc dans notre cas, c'est bien la valeur 0, 1, 6. Et quand on va quitter l'objet, quand on va quitter le collider, on va remettre la target à la position de départ. Donc qui sera actuellement 0, moins 1,5, 6. Voilà. On va tester tout ça ensemble. Et donc là, si je m'approche, bam, un mur. Voilà, vous voyez? Voilà. Et là, typiquement, c'est chiant. Je peux pas, voilà, je peux pas avancer. Donc c'est un bon moyen d'empêcher le joueur de faire quelque chose. Voilà. Voyez, je rentre, on le set à sa position, je ressors, il est reparti en dessous. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est un premier exemple. Donc vous pouvez par exemple vous amuser à faire un platformer où le joueur doit sauter de cube en cube comme ça pour arriver à un endroit en particulier. Et sur la route, n'hésitez pas à rajouter des pièges. Si le joueur passe un collider, on fait apparaître un objet devant lui, il tombe, c'est perdu. Voilà. On va pouvoir s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. On a déjà fait une bonne première partie sur les interactions. Donc on aura vu en fait les interactions de collider trigger. Donc en fait ce que globalement on a tendance à appeler des volumes. Voilà, quand on a un collider sur un GameObject empty vide, on a tendance à appeler ça un volume. Donc voilà, on aura vu ce premier cas d'interaction qui est un cas typique du gameplay. On a énormément de jeux depuis des années qui utilisent ce genre de fonctionnalités qui permettent du coup de charger, décharger des zones quand le joueur traverse une porte, rentre dans un endroit, etc. Ça va permettre de déclencher des événements, de tout simplement par exemple de lancer un point de sauvegarde, hein, typiquement un checkpoint. Vous faites un jeu, vous faites un dungeon scroller, quelque chose comme ça. Typiquement, dès que vous allez traverser une salle, quelque chose comme ça, hop, vous rentrez et vous, une fois le volume traversé, vous déclenchez un point de sauvegarde. Ça peut fonctionner aussi pour l'instanciation de différents ennemis, etc. Donc tout ça, c'est des éléments de façon qu'on va tester petit à petit au fur et à mesure des vidéos sur les interactions. Donc la prochaine vidéo portera sur un autre type d'interaction, ça va être les recasts qui sont en fait des rayons qu'on tire d'un point A vers un point B et avec lesquels on est capable d'évaluer ce qu'on va toucher sur le point B, ce qui nous permet de détecter la présence d'un objet, de quelque chose dans une direction sur une certaine distance. C'est un peu comme un sonar quoi. On émet, enfin bon, sauf que là c'est un laser, mais bref voilà, vous voyez à peu près le principe. Donc ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Ce qui va nous permettre de faire notamment les interactions du joueur, c'est-à-dire être en mesure de viser quelque chose avec le joueur et d'appuyer par exemple sur E ou F, enfin voilà, d'appuyer sur une touche et de créer une interaction, comme pour appuyer sur un bouton, ouvrir un coffre, ce genre de choses. On aurait pu, on le verra si on a le temps dans le prochain épisode, on aurait pu garder le système de volume avec une sphère autour du joueur qui évalue ce qui rentre et ce qui sort de la sphère. On le verra en première partie, je suis normalement du prochain épisode. Et du coup, on verra comment on peut faire ça un peu mieux avec le système des recasts. Voilà, ça sera le sujet de la partie 2 sur les interactions. Et on fera sûrement une partie 3 avec un peu plus comment dire, de mise en contexte des interactions volumiques, donc des triggers et des recasts. Voilà.
Et bien évidemment, avant de se quitter, je vous invite à rouvrir GitHub Desktop et à push les ajouts que nous avons faits sur, pour cette semaine. Donc, on va pouvoir faire notre commit add collider trigger interaction et en description, on va dire update scene with playtest. Voilà, quelque chose comme ça. Après, vous êtes libre hein, de nommer le titre et la description comme vous le souhaitez. On vous vérifie bien qu'on est bien sur la branche feature interaction. Et, euh, et voilà, on peut commit et push vers l'origine, c'est-à-dire vers GitHub. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire des vidéos, je prendrai le temps d'y répondre sans aucun problème. Si vous avez des questions plus importantes, on peut échanger sur Discord, ça me fait plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien, continuez de vous intéresser aux technologies, et puis gros bisous.